Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette deuxième conférence de ce cycle de rencontres qui est organisé par le CIRFIP. Alors on est encore très nombreuses et nombreux ce soir pour cette deuxième rencontre et voilà, on en est très, très contents. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le CIRFIP, c'est le international de recherche, de formation et d'intervention en psychosociologie. Donc, il réunit des praticiens, des praticiennes, des chercheuses et chercheurs, des universitaires qui interviennent dans différents champs de la pratique sociale. Nous nous inscrivons dans une orientation clinique d'analyse des processus sociaux et dans une visée démocratique. Quand nous intervenons, quels que soient les domaines, il est pour nous essentiel d'intégrer la parole des publics, de travailler ensemble le sens que prennent pour eux nos interventions, mais il est aussi important de sortir des frontières disciplinaires pour explorer la complexité du réel en essayant de nous affranchir du jeu social et des assignations identitaires. Alors, je vais laisser la parole à Sophie Good qui va vous expliquer comment va se dérouler cette rencontre et je vous souhaite et je nous souhaite une très bonne conférence. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, les conférences du CIRFIP, pour revenir plus spécifiquement sur ce dispositif, sont un rendez-vous historique avec le public intéressé par l'actualité de la psychosociologie. C'est un dispositif qui rencontre le projet associatif d'ouvrir des espaces d'élaboration et de dialogue pour penser l'évolution des dynamiques sociales. Ces dernières années, l'évolution des habitudes depuis la crise du Covid et aussi l'indisponibilité du lieu d'accueil traditionnel à l'ESCP ont amené le CIRFIP à repenser l'organisation des conférences afin de proposer un rendez-vous renouvelé. Et il a été décidé de renouer avec une logique de cycle visant la problématisation d'une question sociétale sur plusieurs rendez-vous. Il a été aussi décidé la tenue du cycle en visioconférence afin de faciliter la participation, notamment en province et à l'international. Et comme historiquement, pour chaque rencontre, le temps de conférence sera suivi d'un temps d'échange avec l'Assemblée. Voilà, aujourd'hui, nous sommes à nouveau plus de 130 participants et participantes réunis autour des travaux de Jamal Lamrani. Et comme en février, nous avons dû opter pour une solution visio différente du format réunion le plus courant. Donc il s'agit d'un format de type auditorium qui est plus adapté à un grand nombre de participants. Nous devons vous communiquer quelques petites précisions et implications techniques inhérentes à ce format, notamment pour celles et ceux qui n'ont pas assisté à la première conférence. Alors vos micros et vos vidéos sont d'emblée coupés et vous n'avez pas la possibilité de les activer par vous-même. Les personnes que vous voyez, dont vous voyez les profils, donc sont Jamal Lamrani, conférencier ce soir, Annie-Charlotte Juste-Olivier, discutante, ainsi que les organisatrices du cycle de conférences, donc Isabelle Potra, Delphine Vincenot et moi-même. Donc nous avons toutes trois l'arrière-plan CIRFIP dans le dos. J'ajoute que Jamal, au-delà d'être le conférencier ce soir, fait également partie du groupe organisateur. Voilà, tout au long de l'intervention de Jamel Lamrani et après, vous pouvez poser vos questions ou faire part de vos réactions par écrit sur le chat, symbolisé par l'onglet QR en bas de votre écran. Et nous, organisatrices, tâcherons de les relayer au mieux ensuite. Nous souhaitons également pouvoir le plus possible donner la parole à celles et ceux qui souhaitent s'adresser à Jamal Lamrani directement ou partager des réactions, associations. Si vous souhaitez prendre la parole, vous pourrez vous manifester soit dans le chat, soit en levant la main et avec le petit onglet en bas de l'écran, la petite main en bas de l'écran. Voilà, nous aurons la possibilité de rétablir individuellement les micros de chaque participant souhaitant intervenir de vive voix. Voilà, seule la première partie de la conférence sera enregistrée et disponible ensuite en replay sur la chaîne YouTube du CIRFIP. Donc enregistrée jusqu'à l'ouverture des questionnements par Annie-Charlotte Juste-Olivier. Voilà, les échanges avec l'auditoire ne seront pas enregistrés et ce afin de favoriser la spontanéité des prises de parole. Je laisse la parole à Delphine Vincenot qui va vous présenter plus précisément le cycle de conférences 2025 dans lequel s'inscrit la conférence de Jamal Lamrani aujourd'hui.
Merci Sophie. Alors, quand même quelques mots pour vous situer la conférence de ce soir, comme le disait Sophie, puisqu'elle s'inscrit dans le cycle de conférences que le CIRFIP propose pour l'année 2025 et que nous avons intitulé Introduction aux pensées décoloniales, quel tissage avec la psychosociologie. Alors, pourquoi ce thème? En fait, c'est un thème qui a émergé à la suite de la conférence de Sophie Amil Sultan en juin 2024, au cours de laquelle Sophie nous a partagé ses travaux sur les regards des femmes asiatiques descendantes de migrantes et la déconstruction de l'héritage. Et c'est cette conférence et puis les débats qui ont suivi qui ont mis en évidence que cette question éminemment psychosociale traverse nos interventions, que l'histoire héritée du colonialisme y soit directement interrogée car objet d'intervention, ou qu'elle affleure dans les groupes et dans les accompagnements individuels. Et nous avons décidé de prolonger les espaces de rencontre sur ce thème en y dédiant donc notre cycle annuel de conférences pour étayer nos réflexions et nos pratiques, et ce, afin de penser comment ces dynamiques héritées, sans cesse actualisées, affectent nos capacités à faire émerger, écouter et dialoguer l'expérience de l'autre. Nous avons choisi d'entrer dans ce sujet par les pensées décoloniales en tant que courant majeur de la pensée critique contemporaine. C'est donc un courant aujourd'hui pluriel et dispersé géographiquement et qui fait aussi l'objet de polémiques ou d'incompréhensions là où il nous semble qu'il doit susciter dialogue et débat. Euh, je voulais vous partager une citation d'Edward Said tirée de son ouvrage L'Orientalisme. Et donc, Edward Said écrit: Selon moi, l'histoire est faite par les hommes et les femmes, mais elle peut également être défaite et réécrite à coups de silence, d'oubli, de formes imposées et de déformations tolérées. Et nous avons pensé ceci pour qu'il puisse contribuer, même modestement, à soutenir une pratique de la psychosociologie qui mette en mots d'autres histoires, et une histoire faite de pluralité. Donc ce cycle 2025 a été inauguré en février par une rencontre avec Selwa Louz-Boulbina, qui est philosophe et politiste, rencontre qui a porté sur la façon dont elle conçoit et s'efforce de pratiquer la décolonisation des savoirs. Les conférences de Sophie Amil Sultan et de Selwa Louz-Boulbina sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube du CIRFIP, tout comme le sera celle de Jamal Lamrani et les suivantes. Et justement, c'est avec plaisir que je passe la parole à Annie-Charles Juste-Olivier pour introduire et discuter la conférence de Jamal Lamrani. Jamal, que je remercie du cadeau qu'il nous fait de partager ses travaux sur la colonialité comme objet d'intervention du psychosociologue. Donc je souhaite à chacun et chacune une bonne conférence et on se retrouve au moment des questions. Vous m'entendez là? Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai accepté volontiers de ton invitation, Jamal, de t'accompagner dans cette conférence qui prend sens dans ce que nous avons pu partager ensemble ces dernières années. Et je te remercie de m'avoir sollicité. Alors, je vais d'abord te présenter. Psychosociologue, membre du CIRFIP dont tu partages les activités. Jamal, alors Jamal Lamrani, puisque on te connaisse, accompagne depuis plus d'une trentaine d'années des collectifs de travail dans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, au sein de son organisme LM Intervention. Tes interventions, tes actions de formation et de médiation auprès de divers collectifs de travail, de managers, de comités de direction, t'ont conduit à penser les transformations du travail, l'évolution des contextes professionnels dans lesquels tu interviens. C'est ainsi que, par exemple, tu as mené une recherche-action sur l'entrée du digital dans les organisations, sur les effets sur les acteurs et comment cette transformation demande à être accompagnée. Ce travail donnera lieu en 2022 à un ouvrage coécrit avec Sophie Maisondieu, elle-même psychosociologue, publié aux éditions L'Armatan sous le titre « Accompagner la transformation digitale ». Tu animes aussi depuis des années un café psychosociaux que tu as initié au sein du CIRFIP, dont tu partages aujourd'hui la responsabilité avec Delphine Vincenot. Espace de débat qui réunit des personnes intéressées par l'approche psychosociologique et qui souhaitent échanger librement sur les questions d'actualité, sur leur métier, sur les questions de société, etc. L'initiative du café psychosociaux a été prolongée aussi au Maroc depuis 2 ans. Tu l'animes lorsque tu vas à Casablanca avec l'anthropologue Sana Benbelli autour de la question « Démocratie et accès des femmes à l'espace public ».
Cette prolongation me permet d'aborder les activités que tu as développées au Maroc depuis maintenant une bonne dizaine d'années. À la suite des événements du printemps arabe et du mouvement du 20 février au Maroc, tu as entraîné avec ton ami Ali Laoukili quelques sociologues et psychosociologues du CIRFIP et de la RIP dans des rencontres entre les deux rives de la Méditerranée. Ces rencontres qui se sont étalées sur 3 années entre Paris, Rabat, Casablanca, ont été l'occasion de nombreux débats et de confrontations autour de la question de la démocratie et des pratiques d'intervention. Cette thématique faisait déjà l'objet d'un groupe de réflexion que j'animais moi-même au sein du CIRFIP, mais qui s'est enrichi d'une attention portée aux spécificités des pratiques engagées de part et d'autre, portées par le désir de contribuer à des évolutions culturelles et politiques. Je ne m'étendrai pas sur tout ce qui fut traversé et échangé lors de ces rencontres. Vous pourrez en trouver le développement et l'analyse dans la revue Connexion numéro 111. En tout cas, elles nous ont permis de tisser des liens avec des personnes engagées dans des projets de transformation et ont débouché, entre autres, sur ton souhait, Jamal, de mener une recherche-action sur les formes actuelles d'engagement dans la société marocaine. Cette recherche, pour laquelle tu as souhaité mon soutien, nous a conduit à offrir aux acteurs un espace de récit et d'élaboration de leurs expériences d'engagement. Cette recherche s'est prolongée par l'organisation d'une journée d'études entre acteurs engagés dans la cité et chercheurs engagés dans la recherche. Et en septembre, nous avons fait une journée d'études intitulée Penser, et c'était septembre 2023, hein, Penser et soutenir les formes d'engagement au Maroc, accueillie par Driss Sikes au Centre de recherche HM de l'Université de Rabat. C'est lors de ces temps de la recherche que tu as évoqué le réseau décolonial transnational d'Afrique du Nord, qui réunit des chercheurs et des artistes de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, de Libye, que tu venais de rejoindre, et dont l'objectif est de mener un travail sur la décolonisation des savoirs et des imaginaires, toute une réflexion dont on a bénéficié aussi dans le précédent exposé par Selwa Luz-Boulbina. Donc nous débattions et j'ai fini par te demander comment tu voyais ta contribution en tant que psychosociologue dans cette réflexion collective. Puis mes questions se sont faites plus précises. Est-ce que cette réalité du décolonial est présente dans tes interventions? Et si oui, elle fait l'objet de quel traitement particulier? L'invitation à me raconter une intervention qui tiendrait compte de cette écoute aux accents singuliers de la colonialité est devenu le projet d'en faire une conférence, d'en tester le partage avec d'autres. Et nous y sommes. Donc, Jamal, je vais te laisser la parole pour que tu prennes le temps de nous exposer ta pratique de psychosociologue et ce que cela dit de ta recherche actuelle sur ce que tu as souhaité nommer la colonialité, objet d'intervention psychosociologique. Merci beaucoup. Merci Annie-Charlotte. Merci à tout le monde. Alors, je vais commencer. Donc, en fait, je vais reprendre un tout petit peu le fil conducteur de ce cycle de conférences qui concerne le tissage possible entre les études sur le décolonial et la psychologie. En fait, les études sur le décolonial sont singulières du fait de leur objet de recherche. Il y a le Subaltern Studies en Inde, des travaux sur la blanchité au Brésil, sur la décolonisation en France. Elles sont singulières, mais aussi elles sont plurielles, car elles offrent une épistémologie frontalière à l'eurocentrisme et une connaissance située et singulière. Je me réfère, comme tu viens de le dire, Annie-Charlotte, aux travaux du réseau décolonial en Afrique du Nord dont je fais partie, qui renvoient à la nécessité de décoloniser les savoirs et les imaginaires, de faire sortir du silence les oralités, les pensées, les archives, les créations, et de révéler leur sens pluriel, politique, socioculturel et ontologique. Il s'agit de définir la colonisation comme un processus de déconstruction des différentes formes de domination qui émergent des discours et des pratiques et qui touchent à l'inégalité de sexe,
de genre, de race et de classe sociale. Ce qui caractérise notre groupe, on parle du groupe du réseau décolonial en Afrique du Nord, est d'une part sa pluridisciplinarité. Donc, tout à l'heure, Annie Charlton en parlait, il est composé de sociologues, d'anthropologues, de linguistes, de psychanalystes, d'artistes et de sociologues, mais aussi le choix de l'Afrique du Nord comme espace d'études et de création. Nous restons vigilants à toute tentative d'idéalisation de notre propre analyse qui produirait de nouveaux modèles de domination et d'exclusion. La première conférence de Salwa Luz-Bombina a porté sur la décolonisation des savoirs. Ça a été bien dit tout à l'heure. Alors, mon propos porte sur la colonialité comme objet d'intervention. Objet nouveau pour nous, les psychosociologues, qui reste à explorer, à élucider. C'est un objet qui vient questionner la colonialité dans le travail, l'organisation du travail et dans les institutions. Alors, peut-on parler de la décolonisation du travail? Mon propos est de partir de mon travail de psychosociologue entre les deux rives de la Méditerranée pour tenter de poser des questions qui peuvent nous aider à penser la colonialité comme objet d'intervention. Dans cette conférence, je vais présenter une situation d'intervention qui servira de matériau pour questionner cette colonialité au travail, pour réfléchir avec vous sur ce que devient ou pas d'ailleurs l'intervention psychosociologique dans ces situations et sur ce que fait la colonialité à l'intervention et à l'intervenant. Alors, donc j'ai un plan d'intervention. Hein. Vous allez voir tout à l'heure une simple présentation, hein, un plan d'intervention que je vais dérouler. Donc, je vais parler dans un premier temps de la situation d'intervention. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter les éléments théoriques sur la colonialité comme objet à explorer, hein, la colonialité au travail. Et après, je présenterai l'articulation de l'approche psychosociologique de l'intervention avec cette approche décoloniale au travail. Je parlerai du dispositif de médiation sur cette situation d'intervention, parce que vous allez voir, il s'agit d'une situation de médiation. Et puis, je vous parlerai, bien entendu, de la posture d'intervenant. Et puis, je terminerai par le concept de double critique pour se décoloniser. Alors, donc, je vais commencer par la situation d'intervention. Je vais parler de l'organisation, je vais parler de l'activité, je vais parler de la problématique, de la demande, de ma proposition, voilà, et puis de la démarche elle-même de médiation. Donc la commande de médiation m'est adressée par la DRH du site de production dans la banlieue parisienne d'une multinationale de production de médicaments. La médiation concerne la responsable de la production et le responsable de la maintenance. Vous parlerez beaucoup de ces deux acteurs hein, dans ce récit. Alors, je vais d'abord vous présenter, situer les fonctions des deux acteurs concernés par la médiation dans l'organisation du site. Ils dépendent tous les deux de deux hiérarchiques différents. Donc, c'est la direction de production et l'action technique qui font partie d'un comité de direction composé d'autres directions comme la qualité, comme la DRH et d'autres fonctions support propres au comité de direction d'un site de production, d'une usine. Alors, les deux responsables de production et maintenance sont aussi liés par une organisation transversale qui les met en parité pour décider ensemble, au quotidien, des modalités d'intervention de la maintenance qui peut avoir un effet sur le volume de la production. J'y reviendrai. J'interviens dans ce site de médicaments depuis plus de 15 ans et aussi dans d'autres sites de cette multinationale en France, mais aussi dans le Maghreb. J'ai suivi sa transformation avec une automatisation accrue des chaînes de production et une réduction progressive du personnel. C'est un site historiquement syndiqué. J'interviens à la demande de la direction, mais aussi, entre guillemets, du CACCT. Voilà, le CSE aujourd'hui. L'organisation du site comporte plusieurs directions, comme je viens de le dire, direction technique, qualité, maintenance, en plus des actions support, mais aussi il y a un double lien, un lien hiérarchique au niveau du site, mais aussi un lien transversal au niveau du groupe, au niveau international. Le site emploie environ 600 personnes, 600 salariés, avec 200 à 300 intérimaires, je mettrai en guillemets permanents. La majorité des intérimaires sont des personnes racisées, entre guillemets,
C'est plutôt des Noirs et des Arabes. C'est comme ça, en fait, qu'on les appelle sur le site. Souvent, je dirais comment aussi les personnes racisées sont appelées. Voilà. Au niveau des salariés, la population racisée occupe des postes de techniciens avec quelques hommes et femmes maghrébins dans des postes d'encadrement. Rares sont les personnes en provenance des dom-toms ou de l'Afrique subsaharienne qui ont un poste de manager. C'est le cas du responsable de la maintenance d'origine martiniquaise. La responsable de la production est récemment recrutée. Elle est la plus jeune femme manager dans le site. Elle a une formation d'ingénieur dans la chimie. Alors, rentrons un tout petit peu dans l'activité pour voir en fait cette activité. L'activité principale de ce site, vous l'avez vu, c'est de produire des médicaments dans des normes de qualité et de sécurité requises. C'est une activité dite postée, c'est-à-dire qu'elle couvre les 24 heures avec 3 équipes tournantes. C'est une activité, en guillemets, très processée, c'est comme ça qu'ils disent. En fait, les techniciens suivent les procédures qualité prescrites par le service qualité, ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication, et doivent respecter les règles d'hygiène, sécurité de l'environnement. Un cahier de liaison inter-équipe permet de transmettre les consignes et les faits marquants entre équipes. Il y a une réunion en ligne, vous savez, ces réunions qui durent globalement, qui se passent tous les matins, qui durent une dizaine de minutes, et aussi organisée pour ce qu'ils appellent l'amélioration continue de l'activité. L'activité maintenance consiste à réaliser des réglages et interventions en cas de panne, diagnostiquer et anticiper les pannes possibles, fiabiliser les chaînes de production afin de limiter les arrêts de production. La maintenance est l'un des rares métiers de la fabrication des médicaments à ne pas être automatisé, alors que les chaînes de production le sont toutes. Si le travail des opérateurs de production est très normé, celui de la maintenance est basé sur la prévention, le diagnostic des problèmes qui demandent de l'anticipation et un travail dans le temps pour les résoudre. Le cœur de métier, la maintenance, est d'anticiper sur les arrêts possibles des chaînes et de prévenir les opérateurs de production au cas où il y a des problèmes. Alors, en effet, donc, en fait, l'usine est traversée par des transformations permanentes, souvent pilotées au niveau international par le siège, qui sont passées de l'automatisation digitale des tâches dites à faire valeur ajoutée, c'était le mot hein, qui correspondait pour eux à ce type de transformation, à celle des métiers, qui sont automatisés aussi. Dans ce contexte, la maintenance est l'un des rares métiers non automatisables, entre guillemets encore, où la transmission du savoir se fait oralement et en équipe. Vous voyez donc les deux cultures métiers des deux équipes sont différentes. L'une se caractérise par des modes opératoires et des procédures qualité prescrites et l'autre par des manières de faire et de vérifier le travail qui est plutôt oral. Les deux activités ont une histoire traversée par des conflits de coopération qui changent selon les périodes et selon la hiérarchie. Alors, j'arrive donc pour vous parler du problème et de la demande. Alors, quel est le problème? Le problème se situe au niveau de la relation entre la responsable de la production et le responsable de la maintenance. Il se manifeste sous forme de tension permanente entre les protagonistes, qui se traduit par une agressivité verbale incompréhensible. Les deux responsables n'arrivent pas à travailler ensemble et ce conflit freine la coopération entre les deux équipes des deux entités. Cette tension a surgi 6 mois après la nomination de la nouvelle responsable de la production. Elle se situe dans un contexte de baisse de la production qui est lié à plusieurs facteurs internes, qui sont des problèmes techniques, qualité, de pression sur les résultats, mais aussi externes, et notamment le ralentissement de processus d'approvisionnement qui touche le monde entier et les médicaments. Donc en fait, le problème, il s'est amplifié malgré le recadrage des deux protagonistes par la DRH du site et du groupe. La demande, elle provient d'abord de la DRH du site et elle est formulée sous forme d'une médiation entre deux responsables d'équipe. Alors, je la cite, elle me dit « On ne sait plus comment faire travailler ensemble la responsable de la production et la responsable de la maintenance. Or, ils doivent travailler ensemble pour que leurs équipes coopèrent au quotidien, pour que la maintenance puisse intervenir pour anticiper les pannes et arrêts possibles des chaînes de production. » Alors, donc, suite donc, à cette demande,
dire comment pour l'instant. Donc moi, j'ai proposé une proposition de médiation qui comprend en fait plusieurs niveaux. Donc un dispositif dans lequel il y avait une séance de travail avec les hiérarchiques des deux protagonistes et la DRH du site pour analyser avec eux leurs problèmes en tant que DRH et en tant que manager de ces deux protagonistes, mais aussi leurs demandes de médiation. Pourquoi la médiation? Et de la relier au contexte du site et son organisation du travail. Ensuite, j'ai proposé 3 entretiens individuels avec chaque responsable pour construire d'une part une relation de confiance suffisante qui permet de déplier avec eux l'histoire de cette tension et ses effets sur leur travail et de la relier au mode d'organisation et ses contraintes à l'heure. Et d'autre part, de les préparer à s'adresser mutuellement leur vécu de la situation et leur demande s'ils le souhaitent. Sinon, la médiation peut s'arrêter à leur demande. Après les entretiens donc individuels, j'ai proposé 4 séances de médiation qui sont, on peut dire, proprement dit, sachant évidemment, vous avez compris, la médiation, elle commence dès les premiers entretiens, évidemment. L'enjeu des rencontres des deux personnes concernées est de vivre l'expérience de la découverte de l'autre en tant que sujet dans l'épreuve du conflit, dans ses contradictions, dans ses impasses, dans ses attentes aussi, mais aussi en tant qu'acteur, agissant sur différents niveaux de l'organisation, leurs équipes, les équipes transverses, parce qu'il y en a plusieurs, le comité de direction, le CSE, etc., etc. Alors, j'avais prévu une dernière étape dans le dispositif qui sont 2 séances de travail avec les 2 protagonistes, leur hiérarchie. Ça fait 2 personnes, plus la DRH de site, pour partager l'analyse de la situation et de faire des propositions au niveau de l'organisation du travail qui peuvent concerner, des propositions qui peuvent concerner évidemment le comité de direction de site. Alors, je vais vous rentrer un peu plus maintenant sur la démarche de démédiation qui a commencé avec les entretiens individuels. Et donc, je vais raconter maintenant le travail individuel avec la responsable de la production. Alors, c'est une jeune femme qui est embauchée depuis 6 mois, au moment où je l'ai rencontrée, pour prendre le poste d'un ancien responsable de production charismatique qui a dirigé la production pendant plus de 10 ans. L'enjeu pour elle est de réussir dans sa prise de fonction vis-à-vis de ses équipes et vis-à-vis des interlocuteurs transverses, comme la qualité, HSE, c'est hygiène, sécurité, environnement, RH. Elle me dit qu'elle a réussi à avoir de bonnes relations au travail avec eux. Le conflit avec le responsable de la maintenance a commencé depuis sa nomination et s'est aggravé avec le temps. C'est la façon de travailler des équipes terrain qui l'a interpellé. Je la cite, à la maintenance, ils ont des pauses qui n'en finissent pas, parfois jusqu'à 20 minutes, alors que dans mes équipes, c'est minuté. Elles trouvent qu'ils sont lents et le sentiment qu'ils le font exprès. Mais le nœud de la tension, en fait, il est dans la relation de travail entre elle et le responsable de la maintenance, et surtout l'impossibilité de prendre des décisions en commun, notamment dans ces fameuses réunions en ligne quotidiennes qui durent 10 minutes où il faut prendre des décisions et qui rassemblent les 2 responsables et aussi les équipes. Elle me dit en fait que je veux m'assurer qu'il fait totalement ce que je lui demande. Et elle reproche au responsable de la maintenance de ne pas, ça c'est son expression, de ne pas prendre les choses en main. D'après elle, l'équipe de la maintenance fait ce qu'elle veut et ne respecte pas les règles de présence au poste. Pour elle, totalement signifie un contrôle précis sur tout ce que fait l'équipe de la maintenance. Voilà, donc en fait, on voit bien qu'il est dans une posture vraiment de contrôle. C'est ça c'était son activité principale. Elle est d'accord, elle était en accord, elle est d'accord sur le principe de la médiation, car elle ne comprend pas l'absence de position de responsable de la maintenance, comme s'il lui échappait. Alors, au deuxième entretien, elle démarre la séance en affirmant son attente vis-à-vis de la médiation. Je sens qu'elle me met dans une place de coach d'organisation, qu'elle cherche en moi celui qui va rendre efficace l'organisation des équipes de la maintenance. Elle se positionne comme décideuse vis-à-vis de moi. Cette attente et cette position étaient en résonance avec la pression de la direction sur elle.
concernant les indicateurs encore bas de la production, les fameux KPIs, les indicateurs clés de performance. J'ai senti que lorsque je lui ai proposé de faire le lien entre sa demande vis-à-vis de moi et la pression de la direction et la relation qu'elle avait avec le responsable de la production, que quelque chose s'est apaisé en elle. Elle comprenait mieux le déplacement de la pression en elle. Un tournant dans ce deuxième entretien, où elle a commencé à parler de son vécu, de cette relation. Elle se perçoit comme quelqu'un de cassante, de froide, dans sa relation avec le responsable de la maintenance. Elle dit qu'elle n'est pas avenante. D'une manière générale, en baissant les yeux. J'ai senti à ce moment qu'elle me parlait en tant que femme dirigeante et de sa difficulté à séduire les hommes. Elle explique que son agressivité verbale vis-à-vis du responsable de la maintenance est liée aussi à son attitude vis-à-vis de son équipe. Il parle, je la cite, un langage de rue qui lui donne le sentiment qu'il insulte les autres quand il leur parle. Elle considère qu'il ne sait pas parler, c'est ce qu'elle dit. Elle décide de parler et de décider à sa place au lieu de parler et de décider à deux, ce qui est le cas d'une relation transversale. Mais elle n'est pas non plus satisfaite de cette situation-là. Alors, arrive le troisième entretien, et là, je lui propose de travailler sur la préparation de la médiation. Et j'étais surpris par sa réaction. Elle était prête à partager son vécu de la situation, car l'enjeu pour elle est d'être capable de se mettre en cause pour coopérer. Je trouvais qu'elle avançait un peu trop vite. J'ai tenté de freiner pour explorer d'autres dimensions, notamment son regard sur le responsable de la maintenance, mais je la sentais déterminée. Alors, je vais vous parler maintenant du travail que j'effectue en entretien individuel avec le responsable de la maintenance. Alors, la thématique vraiment de ces premiers entretiens, c'était autour de la fuite. J'ai appelé fuir une forme de résistance. Alors, le responsable de la maintenance dirige la maintenance depuis plusieurs années. Il est issu de l'équipe qu'il manage. Il était avant intérimaire, ensuite technicien de maintenance et maintenant manager. Il me dit que j'ai accompli mon rêve, car il vient des quartiers populaires d'une famille martiniquaise. Il est parti de rien, et il me dit normalement, et au mieux, je devrais rester technicien. Il connaît bien les membres de son équipe, j'en ai recruté plusieurs, et dès les premiers moments de l'entretien, j'ai senti sa confiance. Il me dit, avec cette femme, je sais qu'il faut que je parte du site. Le responsable de la maintenance a le sentiment qu'il n'existe pas dans son regard et que sa parole est paralysée, alors qu'il est responsable de la maintenance depuis plusieurs années et qu'il a réussi à coopérer avec son prédécesseur. Son mutisme et son effacement progressif, en fait, ne le surprennent pas. Il me dit, je tourne en boucle, même à la maison et parfois la nuit. Son imaginaire est saturé, ma tête est pleine, me dit-il, comme si l'autre y prenait toute la place et que la seule issue était de partir. Il veut partir de site parce qu'il se sent pris dans un piège. Il me dit, le système veut ça. Il y a un silence institutionnel autour de ces situations et d'autres situations de même type. C'est un malaise que personne ne veut nommer. Fuir est une résistance. Il me dit, je ne veux pas perdre mon âme. Mais d'après moi, cette perte est déjà entamée par le mutisme qui demande à être entendu. Il ne peut être dénoué qu'avec l'autre, comme mettant des mots sur les scènes où la personne est mutique est soumise au silence sur ce qui est invisible. Au deuxième entretien, je lui ai proposé de continuer le travail sur sa décision de partir du site. Pour lui, il n'y avait pas d'issue dans le regard de la responsable de production. Il a le sentiment qu'elle veut l'écarter de sa route. Ce regard l'efface. Il se sent vide dans les moments où il doit intervenir, dans les réunions, lignes et en comité de direction. Alors, à ce moment, je partage avec lui l'hypothèse que son désarroi intérieur, suscité par ce regard, l'empêche de se représenter et d'exister dans son propre regard. Il trouve que parler de son mutisme lui fait du bien et résonne avec l'histoire de sa famille et de son père.
qui, dans son itinéraire professionnel, savait se taire et fuir les regards des Blancs qui barraient sa route. Je lui propose de réfléchir sur l'idée de partager avec sa collègue son vécu de la situation et notamment le désarroi dans lequel il est et surtout de son mutisme, qu'il parle de son mutisme. Il me dit qu'il va réfléchir, mais il reste convaincu que la responsable de la production, comme les jeunes cadres du site, il me dit qu'il va rester 2-3 ans maximum avant de prendre d'autres responsabilités et qu'elle sera sans concession. Ça, c'était vraiment l'état d'esprit de cette deuxième interview, entretien, pardon. Donc, le troisième entretien, il va aborder la question du racisme ordinaire dans les regards, dans les blagues de la responsable de production. Par exemple, vous êtes lent à la maintenance. C'est héréditaire ou quoi? Ou tu parles mal. J'ai senti qu'il pouvait expliciter le racisme au travail, car en tant qu'intervenant racisé, je pouvais éprouver la même chose. Vous savez, vous, me dit-il, je lui propose de sortir du silence et de partager son vécu de manager de la maintenance et celui du métier de la maintenance. L'autre silence organisationnel, avec évidemment la responsable de production. Voilà, donc ça c'était vraiment les entretiens de cette première étape de médiation. Maintenant j'arrive aux séances de médiation proprement dit. Alors il y a plusieurs points clés. Voilà, donc je vais donner un thème à cette première partie de la médiation que j'ai appelée chuchotement et murmure. Et j'ai mis les Noirs et les Arabes peuvent-ils parler? Avec un petit clin d'œil à Saloualus Boulbina de son livre Les Arabes peuvent-ils parler? Alors, donc je vais rentrer dans la médiation. Et donc, proprement dite, une fois installé le cas de la médiation, c'est la responsable de la production qui se lance. Tu ne fais que chuchoter, lui dit-elle. Lors des réunions en comité de direction, c'est elle qui parle et reproche à son collègue son silence et son chuchotement. De son côté, le responsable de la maintenance dit qu'il vit une forme d'autoritarisme de la responsable de la production qu'il ne comprend pas. Il arrive à s'exprimer et à dire qu'il est surpris par sa propre passivité face à la directivité agressive de la responsable de production. Alors je murmure. C'est bizarre, mais je murmure, dit-il doucement. La directrice de production est surprise par les paroles à peine audibles du responsable de la maintenance. Elle comprend que son agressivité est indéchiffrable pour lui. Elle laisse les traces des blessures, sans mots, non représentables, qui font écho avec l'histoire du responsable de la maintenance. Cette première séance a permis de mettre les deux protagonistes d'accord sur leur malaise. Un premier signe de reconnaissance réciproque. Dans l'après-coup de cette intervention, alors je vais ouvrir une petite parenthèse parce qu'en fait, cette histoire de chuchotement a fait penser vraiment d'une intervention que j'ai faite cette fois-ci ailleurs, de l'autre côté de la rive, en Tunisie. Et je voudrais partager avec vous, et après je vais revenir sur la médiation, hein. Je ne vais pas vous perdre. Donc dans l'après-coup de cette intervention m'est revenu le texte d'Édouard Glissant sur la dignité des murmures et des bruissements clandestins contre le vacarme meurtrier des esclaves. Glissant nous dit que les murmures et les chuchotements sont des résistances face au paradoxe de l'administration coloniale. Alors, j'ai le souvenir d'une intervention en Tunisie dans une entreprise alsacienne qui fabrique des groupes électrogènes pour les hôpitaux. La demande était d'accompagner un groupe de salariés tunisiens pour leur permettre d'être des responsables d'équipe. À la veille de l'intervention, j'étais surpris par les paroles des deux directeurs du site. L'un est français, l'autre est tunisien. Ils me disent, vous avez une méthode basée sur la parole. Nous vous prévenons que les membres du groupe ne parlent pas. Ce n'est pas sûr que votre démarche marche. J'ai eu le réflexe de leur poser une question naïve, ils ne parlent pas à qui? À laquelle ils ont répondu à nous. Quand ils nous parlent, ils baissent les yeux et parlent avec des murmures. Alors, l'intervention va montrer, je ne vais pas rentrer en fait dans toute l'intervention, mais juste le lien avec les murmures, l'intervention va montrer qu'ils étaient capables de parler et de construire le socle de leur rôle de chef d'équipe, de leur futur rôle chef d'équipe.
et que les règles administratives du groupe alsacien étaient écrites dans un langage un peu illisible pour eux et difficile à comprendre. J'ai appris qu'à la peur de ne pas comprendre le directeur français s'ajoute celle du directeur tunisien qui les menaçait de licenciement pour un oui ou pour un non. Ils étaient tétanisés. Bienheureuse opacité, par quoi l'autre m'échappe, me contraignant de toujours marcher vers lui, nous dit Édouard Glissant. Alors, je vais rentrer maintenant dans la deuxième séance. Je reviens à la médiation, à la deuxième étape de la médiation, après ce moment particulier sur le chuchotement. Je vais parler vraiment de la parole cette fois-ci. Voilà, donc comment écouter les silences, quoi. On va parler plutôt de ça maintenant. À la deuxième séance, c'est le responsable de la maintenance qui initie l'échange. Dès votre prise de fonction, je savais que je devais partir du site. J'ai déposé ma candidature et j'ai une proposition dans son domaine, surtout dans le contexte aujourd'hui évidemment des recrutements. Il avait une proposition très rapidement. Le responsable de la maintenance parle de son désarroi intérieur en la présence et en l'absence de la responsable de production. Il ne trouve pas de mots quand il doit agir en situation. Et il fait des cauchemars. Il dit être conscient de sa présence-absence dans les réunions avec les équipes et en comité de direction, qu'il y a des mots de la responsable de la production qui lui font violence. Vous, à la maintenance, vous êtes lent. Qui font écho pour lui, vous les Noirs, vous êtes lents. Alors, pendant sa prise de parole, il regardait la responsable de la production et sa parole était claire et chargée d'émotions, légèrement contenues. En entendant ces paroles, la responsable de la production se met à pleurer. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ça, me dit-elle. Elle est touchée par le malaise du responsable de la maintenance, car ses paroles font écho avec sa propre histoire et son vécu depuis sa prise de fonction. Son grand-père paternel était lieutenant dans l'armée en Algérie dans les années 50 et il ne parlait pas de la guerre d'après son père. En revanche, dans les repas du dimanche, avec sa famille, il parlait de l'Algérie et des Arabes en France. Il était persuadé que, joli guillemets, les Noirs et les Arabes ne savent pas parler, s'organiser, qu'il fallait être derrière eux, sinon le travail n'était pas fait. Je ferme les guillemets. J'avais le sentiment, à ce moment, que le partage des échos avec les larmes adressées part du réveil d'une relation entre deux personnes. Se réveiller et sortir de la nuit d'une histoire transmise pour être présent avec l'autre dans ce qu'il vit dans son travail. Elle évoque également la double pression qu'elle vit elle-même depuis sa prise de fonction. Une pression en tant que femme qui remplace un homme charismatique qui a passé plus de 10 ans dans son poste. Elle dit qu'elle s'est sentie rejetée en tant que femme dans un milieu d'hommes. Elle a été l'objet de blagues sexistes dans sa propre équipe sans réagir. Et il dit aussi qu'elle subit une forte pression sur le résultat qui l'oblige à s'imposer. Elle se découvre autoritaire dans ce stress, nous dit-elle. Et là, les fameux KPI, les fameux indicateurs de performance clés à atteindre dans un contexte de baisse de la production et de la productivité. Et une exigence vis-à-vis de la maintenance, nous dit-elle, qui doit suivre. Elle partage avec son collègue sa prise de conscience lors des entretiens individuels de déplacement de cette pression dans la relation avec lui. Alors, pendant les 2 premières séances de médiation, l'écoute de la parole de l'autre, les échos de sa propre histoire, le lien avec l'autre et le rapport à l'organisation sont autant d'éléments qui vont permettre aux 2 protagonistes d'envisager la médiation autrement. Les situations où chacun se vivait dans une impasse qui était impensable à une situation où l'on commence à voir la lumière du jour. En tant qu'intervenant, j'ai le sentiment qu'à ce stade de l'intervention, que cette lumière dévoilait les blessures ravivées, des zones d'incompréhension de l'autre qui restaient à explorer, et une forme de colère sourde qui commence à se dire.
Nous arrivons à la troisième séance de médiation. Le responsable de la maintenance revient sur son vécu de cette séance, de cette deuxième séance. Il était surpris par la fragilité de la responsable de production et touché par son récit. Je ne savais pas que j'étais capable d'empathie envers toi, lui dit-il. Il pensait qu'elle était froide, tueuse, comme l'apprécie la direction, et découvre son histoire familiale, lui-même surpris de s'y intéresser et de partager sa propre histoire en tant que noir des quartiers. Il dit qu'il est fier de sa trajectoire professionnelle, parti de rien, et qui occupe aujourd'hui un poste de manager. C'est l'un des rares techniciens martiniquais qui a pu progresser. Il considère qu'il y a un plafond de verre pour les Noirs. Son chemin pour progresser est paradoxalement de fuir. Et il nous dit, et ça commence dès l'école, de changer fréquemment d'entreprise. C'est aussi l'histoire de son père qui savait rester silencieux et partir quand les regards des Blancs lui barraient la route. Mais il se demande s'il reste dans ce poste, dans l'usine, c'est pourquoi faire. C'était vraiment une question qui le taraudait. Je continue en fait cette séance-là. Le responsable de production estime que la responsable en fait dans cette partage, la responsable de production estime que son collègue ne se met pas en valeur dans des moments clés, comme celui de la réunion de comité de direction, pour faire remonter les réalisations de son équipe qui restent souvent invisibles. Tu ne te mets pas en valeur. Elle répète souvent cette phrase-là. Le responsable de la maintenance partage ce diagnostic, conscient que le travail de son équipe ne peut pas rester sous silence. Et en même temps, cette injonction le bloque. En fait, il est pris dans un paradoxe. Rester silencieux l'expose à des reproches de sa collègue, de certains membres de la direction, et en même temps montre que ses équipes sont performantes. Et en même temps montrer que ses équipes sont performantes l'expose au toujours plus avec moins, qui empêche de bien faire le travail de la maintenance. S'il veut progresser, il faut qu'il montre qu'il est capable de répondre aux exigences de son poste, c'est-à-dire parler en son nom dans le CODIR. Une montagne à franchir pour lui, c'est une expression. Dire je, s'affirmer, c'est renverser le rapport de pouvoir avec ses collègues du CODIR, c'est-à-dire définir le contexte de la relation, dans l'ici et maintenant de la situation, en disant je, avec son style et son langage, renverser le rapport au savoir, en donnant la prééminence au savoir du terrain et au travail réel. C'est dans ces interstices qu'il est possible d'économiser le travail. Je lis guillemets, tant que tu dis on, au lieu de dire je, ce n'est rien, disait Kafka, qui est cité par Salwa Luz-Bulbina dans son dernier livre, Malaise dans la décolonisation. Alors, on va maintenant arriver à la quatrième séance de médiation où il s'agit maintenant de faire parler l'organisation, l'autre silence. Donc la quatrième séance va consacrer à la rencontre avec la hiérarchie et la DRH. Je les ai invités à réfléchir sur le lien qu'il y a entre leur situation et l'organisation du travail dans le site pour éventuellement faire des propositions à la direction. Voilà, c'était vraiment de se préparer. L'analyse va porter sur les différences entre les deux cultures métiers. Dans l'usine, les équipes de la maintenance sont considérées comme des équipes à part, composées essentiellement de techniciens qui ont fait le baccalauréat professionnel avec une spécialité plus tard avec une spécialité dans la maintenance. Ils sont en majorité des personnes racisées et vivent dans le NAF3. Ça, c'est une expression. Cela fait écho pour moi à l'entretien d'analyse de la demande que j'ai eu avec la DRH du site. Elle parle de cette population racisée comme des personnes primaires qui n'ont pas plus de 100 mots pour parler. Elle les considère comme des gilets jaunes. Ils ne savent pas parler et ils peuvent être violents. Elle exprime un jugement qui est évidemment partagé par la direction, dit-elle, et cherche une alliance avec moi en tant qu'intervenant sur ce sujet. Vous comprenez, vous, dit-elle. Le responsable de la maintenance explique les spécificités du métier de la maintenance, qui ne peut pas obéir aux mêmes règles que celui de la production.
Si celui-ci est très normé, celui de la maintenance demande des temps d'échange pour analyser les incidents, les arrêts, proposer des interventions sur les chaînes de production. Il y a une forme de genre professionnel, hein, si je me réfère à Yves Clos, avec des discussions informelles en petits groupes pour prévoir les interventions qui produisent un minimum d'arrêt. Ces discussions informelles sont permises par le responsable de la maintenance, qui faisait lui-même partie de l'équipe. Le responsable de production prend, la responsable de production prend conscience qu'elle avait un préjugé sur ces échanges, qu'elle percevait comme des pauses qui n'en finissent pas. Elle disait qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de faire des remarques dites avec humour sur le flegme des Noirs et son excuse. C'est comme des restonnelles, des débris, en soi, à reconnaître. Ils étaient conscients que le silence sur leur conflit avait accentué la séparation entre les deux équipes et les deux métiers. Cette séparation a accentué aussi l'enfermement communautaire, l'équipe des Blancs et celle des Arabes et des Noirs. Les deux équipes ne se côtoyaient plus dans les espaces de pause et du restaurant. Au niveau du travail, la communication entre les deux équipes était perturbée, voire arrêtée du fait de ce silence entre les deux chefs. Mais quelques membres des deux équipes maintenaient un dialogue dans les situations d'intervention de la maintenance. Cette analyse partagée avec un regard croisé de chacun sur l'équipe de l'autre a permis aux deux responsables de penser ensemble des solutions possibles pour avancer. Ils ont décidé d'organiser une réunion avec les équipes pour réfléchir ensemble à des propositions qui renforcent la coopération entre les deux métiers. Ils avaient besoin d'aide de ma part pour exprimer leurs demandes à leurs équipes et de co-animer cette réunion. On arrive maintenant donc à... Vous savez que le dispositif de médiation, il prévoit des temps de travail entre les deux responsables et les hiérarchies qui sont membres de médiation. Donc c'est cette dernière étape de dispositif de médiation. Donc ces séances collectives ont porté sur les effets du travail de médiation, comment chacun avait cheminé, et le mal-être qui émergeait à partir d'un constat commun du cantonnement du personnel racisé à des métiers comme la sécurité, l'informatique par exemple. Et ce qui les concerne, c'était la maintenance. De voir vraiment pratiquement la maintenance, il y avait pratiquement 90% des personnes qui sont racisées. Alors, deux natures de propositions ont résulté, issues du travail avec les équipes d'ailleurs. Celle qui concernait l'organisation du travail, ça portait sur la mise en œuvre de réunions de travail sur des problèmes dits d'interface et sur la création d'un nouveau temps d'analyse des situations qui ne pouvait pas se traiter dans l'urgence, dans les réunions ligne du matin. Donc, ils ont un tout petit peu bousculé l'organisation de travail qui était ritualisée avec ces réunions ligne en proposant un autre espace beaucoup plus large qui demande l'analyse un peu plus. Alors ça, c'est une première proposition. Il proposait aussi d'autres propositions, cette fois-ci, qui touchent les modes de promotion des techniciens des deux entités. En expérimentant, il propose d'expérimenter les modalités de promotion plus latérales, horizontales, entre les deux entités, en l'occurrence entre la production et la maintenance. Et il y avait aussi des demandes, depuis longtemps, qui n'ont jamais été satisfaites. En effet, ces promotions sont théoriquement possibles dans l'usine, mais empêchées par des préjugés, notamment de la DRH, et le silence de la direction, qui peuvent cantonner, entre guillemets, les Noirs et les Arabes au poste de technicien sous prétexte qu'ils, j'ouvre les guillemets, qu'ils n'ont pas les soft skills attendus par le groupe nécessaire pour le transversal, alors que celui-ci affiche vraiment les valeurs de diversité. Ce pavé dans la mare d'une organisation qui surdétermine les rapports de domination raciale au travail, d'une politique RH qui essentialise une population racisée, qui est dans les logiques de fuite pour progresser, a suscité des débats au sein du groupe de direction et même au sein du CSE, vous savez, du comité social économique, avec les syndicats. Le silence institutionnel sur les discriminations raciales, de recrutement, de promotion et du racisme ordinaire du quotidien n'est plus tenable malgré
la volonté de ne pas savoir propre à la communauté du travail. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour ce récit de la situation. Et donc, je pense que Annie-Charlotte, Oui, merci Jamal voilà. de ce récit Ouais. très, très détaillé. Mhm. Euh, attends, voilà, faut qu'on me voit quand même. Mhm. De ce récit bien détaillé. Alors, Mhm. ça pose plein de questions, hein, et aux différents niveaux, parce qu'il y a les histoires personnelles, il y a aussi enfin, ce conflit récurrent qu'on trouve dans toutes les industries entre la maintenance et la production, que tu déplies autrement, enfin, avec Mhm. d'autres éléments. Et puis la surdétermination aussi de l'organisation, Mhm. qui aussi impacte sur les comportements individuels et sur les niveaux interpersonnels des deux protagonistes. Mhm. Donc voilà, enfin, ça ouvre beaucoup de choses. Et puis en même temps, tu es tout le temps en train de dire aussi ton interprète, enfin, tu interprètes aussi en même temps, enfin, Mhm. tu déplies et tu interprètes en même temps. Donc on est Mhm. déjà sollicité à discuter tes interprétations. Euh, Mhm. mais on va pas le faire tout de suite parce que je pense que tu vas continuer encore un peu, Mhm. dire un peu comment D'accord. tu penses un peu plus systématiquement peut-être. Mhm. 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 Qu'est-ce que c'est que cette notion que tu t'appropries Mhm. Mhm. au niveau du travail et comment ça te fait avancer ou comment ça te fait un peu décliner peut-être autrement Mhm. Mhm. tes Mhm. interventions. Voilà. Mhm. Merci. Merci beaucoup, Annie-Charlotte, de ce moment aussi de respiration nécessaire, parce que là, l'idée, c'est vraiment de vous parler, en fait, d'apporter quelques éléments théoriques. Voilà, c'est important, de vous parler aussi de l'approche psychologique, de son articulation, de parler de ma propre implication aussi, et aussi du dispositif de médiation et de la question de la posture. Alors, peut-être quelques mots pour bien au niveau théorique, définir ce que c'est la colonialité. Donc, vous avez vu donc le titre en fait de cette conférence est la colonialité comme objet de l'intervention psychologique. Définir l'objet de l'intervention nous renvoie aussi, et peut-être d'abord, à la relation entre l'intervenant et son objet. Je vais tenter de définir ce qu'est la colonialité au travail. Ensuite, j'aborderai ma relation en tant qu'intervenant à cet objet. Qu'est-ce que la colonialité? Ce concept est récent dans les travaux sur le décolonial. Il revient au sociologue péruvien Aníbal Quijano, qui a cherché à illustrer la manière avec laquelle le capitalisme a eu besoin de la racialisation du travail pour se construire et se développer. Son travail théorique articule le racisme et le capitalisme et développe l'idée que la colonialité du pouvoir repose, je le cite, sur l'exploitation de la force de travail, la domination ethno-raciale, le patriarcat et le contrôle des formes de subjectivité. Le concept donc de colonialité, il considère que les conséquences de la colonisation, au-delà des indépendances, sont toujours présentes et s'actualisent dans les processus sociaux et les processus psychiques. La colonialité n'est pas un événement, pour moi, mais une structure qui touche l'intime et le politique, l'économique et le culturel, les pratiques et les savoirs. C'est une épistémée, dirait Foucault, qui dit que l'épistémée, c'est une parole en fait désignée par son temps comme l'expression de la vérité. Les pensées du courant postcolonial dévoilent, Edward Said le fait dans l'orientalisme par exemple, il dévoile la fondation du projet colonial sur la production de savoir eurocentré. La colonialité est aussi un objet de travail pour les psychanalystes, comme Tammy Ayouch, qui développe l'idée que la colonialité, je le cite, est un lieu d'énonciation qui traverse le culturel, le politique et la subjectivité. C'est cette interrogation de l'énonciation que les études postcoloniales et décoloniales peuvent adresser à la psychanalyse. Ces travaux dans la race sur le divan est une invitation au tissage entre le décolonial et la psychanalyse. Les études sur la colonialité dans le travail se font rares. Hein, quand on cherche sur le travail, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Donc, Cida Bento, psychologue chercheuse au Brésil, pays où la population noire est majoritaire, alors que la population blanche détient la majorité des postes de direction, Cida Bento note que malgré les avancées juridiques dans certains pays, dans certaines entreprises, la colonialité est toujours présente de façon subite, subtile, dans les relations sociales et dans l'orientation du travail. Elle développe l'idée d'un pacte narcissique entre les Blancs qui leur permet de maintenir leurs privilèges dans les processus de recrutement, de promotion, d'évaluation, de décision ou de décision. C'est un pacte inconscient qui nie et laisse sous silence les formes d'exclusion. Je la cite, ce pacte de blanchité possède une composante narcissique d'autopréservation, comme si les personnes différentes menaçaient les personnes normales et universelles. Dans le contexte du Brésil, et selon Cida Bento, l'imaginaire sur les blancs, les blanches, est lavé et expurgé de ces dimensions négatives en lien avec l'héritage esclavagiste. Cet imaginaire impacte le domaine des ressources humaines et des environnements de travail. Les entreprises cherchent à justifier les inégalités par l'idée du mérite, qui fait écho avec les débats politiques en France d'ailleurs, ou ailleurs aussi. Ce discours justifie le fait que s'il y a une surreprésentation des Blancs dans les postes de direction, c'est qu'ils le méritent. J'ai cité l'exemple de la DRH, de ce grand groupe qui me disait que les Noirs et les Arabes n'ont pas les soft skills pour avoir des postes de salariés et qu'ils doivent se satisfaire des postes d'intérimaires. Le même discours d'ailleurs qu'elle a vis-à-vis de la promotion des techniciens de la maintenance. Notons que la dernière enquête de l'INSEE, 2021, sur le travail des immigrés montre qu'il y a 2 fois plus d'immigrés que de non-immigrés chez les ouvriers et les employés. 2 fois plus. Cida Bento se base sur le concept de pacte dénégatif de René Caes, qui analyse les alliances inconscientes et les contrats implicites qui fondent toute institution. Il identifie l'existence d'un pacte narcissique au sein des collectifs qui portent de lourds secrets liés aux atrocités de la période coloniale. Alors, en m'appuyant sur ces travaux et mes interventions dans des collectifs de travail qui ont une diversité dans leur composition, je soutiens que la colonialité au travail se traduit par des formes silencieuses et subtiles de domination raciale, désubjectivantes, présentes dans ces collectifs de travail qui prennent la forme de micro-pouvoirs qui s'ancrent dans les pratiques et les relations. Le silence institutionnel, tout à l'heure ça a été dit, le système veut ça, le silence institutionnel sur la domination raciale est un analyseur de la colonialité. Les alliances inconscientes et conscientes, pour maintenir ces structures, on sent les manifestations. Alors, donc, je définis la colonialité, je vais parler maintenant de l'approche de l'intervention, pour bien expliciter d'où on parle quand même en tant que psychosociologue. Donc, en fait, c'est une approche clinique qui tient compte de 3 éléments indépendants, la situation, la demande et la relation. Je me réfère à Jacqueline Barrus-Michel sur ces 3 dimensions interdépendantes. La situation est réelle quand elle est évoquée par les personnes en difficulté. Quand elles parlent de leurs conflits et des impasses dans lesquelles elles sont, cette parole ne donne à voir les représentations qui sous-tendent leur conduite, leur pratique, le rapport à l'autre et le rapport au monde. Au regard de la situation, l'approche clinique consiste à analyser la demande d'intervention et sa genèse. Questionner qui demande quoi à qui. Qu'est-ce qui peut se dire, s'énoncer ou rester muet. Tenter de nommer ce malaise indicible, flou, un discours sans traduction, incompréhensible, non reconnu, incroyable. Je vais citer le responsable de production qui me disait « Qui peut me croire que je n'arrive pas à parler quand elle est là ?» Le mal-être est bien saisissable quand il dit par exemple, je dois partir du site, mais qu'est-ce qu'il signifie? Que signifie-t-il? La relation est créée par la demande depuis le premier contact. La posture de non-savoir et le dispositif proposé permettent d'instaurer une relation où les enjeux de la situation
Et ces tensions peuvent se déplacer dans la relation avec l'intervenant. Je vais reciter Jacqueline Barref-Michel qui dit: en sciences humaines, le chercheur et son objet sont de même nature. La relation est en miroir et ouvre sur tous les problèmes d'identification et de transfert. Je ferme les guillemets. Cette approche me permet d'être en proximité des personnes qui vivent la situation de crise. Ma posture de tiers prend plusieurs formes, tantôt chercher à conflictualiser, à expliciter les désaccords et les impossibilités, tantôt chercher l'apaisement dans ce qui met en danger le lien. Accepter d'être un allié et en même temps questionner pour déplier ce qui fait souffrir. Se risquer à devenir une surface de projection négative et espérer que l'explicitation de ce processus permettra peut-être son déplacement. Ma place d'étranger me permet d'éprouver ce que peuvent vivre les personnes noires ou maghrébines au travail ou dans la cité, dans le racisme au quotidien, dans le mépris de place, dans le sexisme. Interroger mes pratiques et ma posture dans les séances de supervision est un processus de distanciation et d'objectivation qui me permet de construire du sens et du savoir dans l'après-coup. En l'occurrence, un savoir situé et construire à partir de situations où la colonialité s'invite dans le dispositif d'intervention lui-même. Alors, mon travail d'intervention s'inscrit dans une approche psychosociologique qui articule les processus sociaux et les processus psychiques. Eugénie Enriquez nous dit que, je vais le citer, le destin de l'homme se joue tous les jours dans les relations sociales, concrètes. L'homme ne peut exister, penser, évoluer, se transformer que dans le hic et le nunc de la relation immédiate. La psychosociologie ne dit que le monde est notre monde, que c'est en le regardant comme tel et non comme un objet à extirper, en ayant avec lui une relation d'intimité qu'il est possible de le mettre en question. Il y a comme une urgence dans ce que nous transmet Enriquez, d'être au contact des situations de la vie immédiate de notre société. Que devient la relation d'intimité que peut vivre un intervenant dans des situations où les modes d'organisation et de relation sont agis par la colonialité, où les débris de la colonialité sont insaisissables dans le quotidien du travail. J'ai plus, j'ai plus de 30 ans d'intervention dans les organisations. Pendant plusieurs années de ma vie en France et dans le Maghreb, je ne me représentais pas les phénomènes de racisme au travail. En tant que citoyen, j'étais sensible et attentif depuis la marche des Beurs, d'ailleurs en 83. Mais en tant qu'intervenant à cette époque, je vivais, je vivais comme une chance le fait d'être étranger et libre. J'avais des remarques de style: tu n'as pas d'accent. Au fond de moi, je me sentais pluriel, celui qui s'est intégré et celui qui s'est oublié, qui n'a plus d'accent, qui n'a plus de traces d'arabe dans son langage. J'étais conscient que l'Occident parlait en moi, que j'accueillais, l'autre en moi, qui bouleversait ma mémoire et mes souvenirs. Vous connaissez certainement cette remarque, dite avec un ton empathique: vous les Marocains, vous êtes plus doux que les Algériens. Moi, j'entendais que j'étais moins sauvage et plus docile qu'un Algérien. Je me demandais si ces représentations n'étaient pas le fruit de l'héritage colonial du Maroc et de la France, et de l'idée que le colonialisme de protectorat des autres traces moins violentes, peut-être, que le colonialisme de peuplement. Dans ces remarques flatteuses, je ne voyais pas l'essentialisation, l'enfermement et la projection d'un malaise. J'étais malgré tout dans cet imaginaire social où on ne parle pas quand on est essentialisé, au point de refouler une attaque raciste à mon égard dans un séminaire dans lequel un participant trouvait que je n'avais pas ma place, en déclarant au groupe: je fais partie des 10%. En fait, qu'est-ce que ça veut dire cette expression? En fait, en 1984, c'était en 1984, le Front National venait de dépasser la barre de 10% dans les élections européennes. Son intervention, de ce monsieur, en fait, m'a valu l'exclusion du groupe, malgré la régulation par un tiers. En fait, c'est le coût psychologique de l'intégration. Refoulé, on se connaît bien le coût du refoulement, ça ressurgit autrement, sur des formes qu'il faut explorer, qu'il faut l'analyser. Vivre aussi avec des déchirements internes parfois qui ne sont pas représentables, s'habituer au bouleversement de sa mémoire, de ses souvenirs,
L'autre en moi, l'étranger, est un tiers. Entre moi et moi, en marocain, nous disons que nous voulons accueillir quelqu'un d'étranger, que l'tisa' fil qalb en arabe. L'espace est dans le cœur. Cet espace fait de l'identité non une fixation, mais un lien, non une structure éternelle, mais une présence à ce qui advient, non une rigidité, mais une fragilité attentive aux événements. En tant qu'intervenant, petit peu d'eau, en tant qu'intervenant, j'ai été choisi souvent pour des interventions en situation de conflit ou de crise, dans lesquelles les populations racisées et non racisées travaillaient ensemble. Mais je n'explorais pas les rapports de domination raciale qui s'actualisaient dans le travail. Les représentations m'en empêchaient. Les études sur le décolonial étaient discrètes, une affaire de spécialistes et peu visible dans le milieu des intervenants et des chercheurs, même si, dès les années 50, plusieurs travaux en provenance du Sud, d'Amérique latine d'abord, étaient étudiés la décolonisation. En France, juste pour rappel, Aimé Césaire écrivit le discours sur le colonialisme en 1950 et Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc, dans la même année. Ce sont les travaux de Frantz Fanon, notamment Les damnés de la terre, d'Edouard Saïd sur l'orientalisme et de Abdelkrim El-Khatebi dans son livre La mémoire tatouée, qui m'ont interpellé et questionné mes références théoriques et ma façon d'écouter les situations. La rencontre avec mes amis et collègues du réseau décolonial en Afrique du Nord a été déterminante. Voilà, tout à l'heure, tu as parlé, Yannick Charlotte, de Risk Seekers, je prends Risk Seekers, à Majid Safwan. D'ailleurs, sont déjà intervenus dans une conférence de CIRFIP, à Zakaria Rani, évidemment à Salwa Luz Boulbina, qui a fait la première conférence, et à d'autres amis, hein. J'aurais vraiment envie de les citer parce que c'est des gens très proches au niveau de l'amitié, mais aussi au niveau de la pensée. En fait, je cherchais depuis longtemps mes semblables de l'autre côté de la rive Méditerranée. Cette quête a commencé dès 1912 avec la création des rencontres entre les deux rives. Annie Charlotte en a parlé. Mêlant des intervenants français, marocains, franco-marocains. J'ai poursuivi cette expérience en menant au Maroc une recherche-action sur les formes concrètes d'engagement avec Annie-Charlotte Juste Olivier qui est présente aujourd'hui en tant que discutante. J'en profite, Annie-Charlotte, pour vraiment que je te remercie infiniment pour ton aide à penser ma propre implication. Elle m'a aidé d'ailleurs à identifier dans l'après-coup l'objet de cette recherche, dans cette situation-là d'intervention. Alors, la montée du racisme en France, dans la cité et dans les organisations, ne m'a pas épargné. J'étais moi-même l'objet de racisme et de menaces de mort. Un soir de réveillon, j'ai été insulté. Sale race, tu vas crever. Dites 2 fois dans un village du sud de la France. Un message clair des finalités racistes d'effacer l'autre sur cette terre. C'est ce type d'expérience qui permettent de prendre conscience des privilèges de ne pas être racisé, de ne pas être objet de curiosité, d'exotisme, de blagues ou de discrimination. En tant qu'intervenant maghrébin, je n'échappe pas à Tu viens d'où, toi? Je réponds de Chefchaouen. Ah, cette ville bleue, me répond-on. Il y a toujours quelqu'un dans les groupes qui s'adresse à moi pour me parler de Marrakech et pour me dire que nous, les Marocains, sommes joyeux avec le soleil que nous avons. Apparemment, c'est sympa ce qu'il dit là. Mais en fait, je me laisse toucher. Et je sens le piège aussi d'être enfermé dans un stéréotype que j'essaie de déconstruire pour reprendre ma place d'intervenant étranger qui reste à découvrir. Et j'y tiens. Parce que ça permet de vraiment de rester cet étranger. Parce que je trouve que le psychosociologue est aussi étranger en tant qu'intervenant. Et je suis dans cette double étrangeté. C'est une façon pour moi aussi, évidemment, de rester étranger de ma façon d'intervenir et de ne pas, et que cette posture ne soit pas, ne se recouvre pas par des préjugés. D'ailleurs, dans mon imaginaire, j'ai développé une écoute de la façon dont la colonialité se manifeste et s'invite dans le dispositif d'intervention. Je suis attentif à la place dans laquelle on m'investit et aux alliances plus ou moins conscientes des personnes. Par exemple,
dans cette situation d'intervention, je l'ai déjà cité, la responsable de la production m'a mis très tôt dans un rôle de coach d'organisation, celui de l'aider à augmenter l'efficacité de l'équipe de la maintenance et de responsable de la maintenance. Elle s'est positionnée comme décideuse, comme je l'ai dit. Cette attente et cette position étaient en résonance avec la pression de la direction sur elle. Avec la responsable de la maintenance et dès le premier entretien, je me suis senti investi dans une place, vous savez, une place d'un savoir intime, d'un savoir intime sur lui. C'est comme si je connaissais son intimité. Or, les dominés savent, et ce savoir est dénié, nous dit Édouard Saïd. C'est ce qui se joue dans cette intimité qui me donne à voir les objets et les hypothèses de travail dans mes interventions. C'est à partir des places dans lesquelles je me sens mis que j'élabore ma posture d'intervenant. Dans les mouvements transférentiels et contre-transférentiels, l'enjeu est de nommer la colonialité à l'œuvre et ses effets sur les places, les rôles et les relations du travail. Ce dévoilement qui ouvre les possibilités de reconnaissance de soi dans le travail. Dans cette médiation, le responsable de la maintenance était conduit par la responsable de la production, comme s'il avait intériorisé la soumission à cette forme de pouvoir. L'hypothèse que je fais est que l'assignation à cette place le mettait dans un désarroi intérieur qui l'empêchait de se penser et de penser son positionnement dans l'organisation. Et qu'elle faisait écho avec d'autres situations d'humiliation vécues et transmises à son insu par son père Martiniquais qui restait silencieux et qui disait glissant pour réfléchir. Pour la responsable de la production, son enfermement dans ses préjugés, les Noirs et les Arabes, si tu n'es pas derrière eux, ils ne travaillent pas, montrait l'imaginaire social dans lequel elle baignait et dans lequel elle travaille. Florent Gis des Prairies nous dit que l'imaginaire social peut être compris comme un processus par lequel une société présente une réalité donnée en l'associant à un système de valeurs. Reconnaître la colonialité à l'œuvre dans le travail, c'est expliciter dans l'ici et maintenant les normes du système colonial, les normes du système relationnel, ancrées dans les micro-pratiques du pouvoir. Relation qui peut se transformer par le dévoilement de ces structures symboliques, où chacun prend acte de l'assignation par laquelle il reçoit l'autre, nous dit Tania Ayouch. Comment construit-on du sens dans les situations de travail où la colonialité est à l'œuvre? Le sens émerge quand on explore les micro-pouvoirs invisibles, ancrés dans les relations qu'entretiennent les deux protagonistes qui font violence. Je découvre que je suis autoritaire et cassante. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette expression. En partant de désarroi qu'éprouvent les personnes pour tenir leur rôle et leur posture de manager en l'occurrence, les blessures de paroles racistes réveillent d'autres blessures, celle du sentiment d'être absent à soi-même, celle des états intérieurs qui ne trouvent pas de mots, des défenses que l'on construit. Je murmure, moi je murmure, si je me réfère à ce que me disait le responsable de la maintenance. Le sens se construit aussi à partir des investissements des personnes dans leur travail et de leur questionnement sur leur pouvoir agir. La responsable de la production investissait son rôle notamment pour prendre de nouvelles responsabilités en tant que femme. C'est un idéal qu'elle avait depuis sa jeunesse, celui d'aller au-delà du projet parental, d'être une technicienne dans un laboratoire. Pour s'affirmer comme femme dirigeante, il fallait qu'elle montre qu'elle était capable de coopérer en transversal, de se remettre en cause. Le responsable de la maintenance considère qu'il a réalisé son rêve de passer d'intérimaire à manager. Je n'attends plus rien de la direction. Je veux juste continuer à faire mon travail, nous dit-il. L'intervention lui a permis de défendre le travail de son équipe pour maintenir dans le temps et malgré les pressions, les temps d'échange informels nécessaires qui constituent un réel pouvoir agir pour penser collectivement les interventions de maintenance. Quand les deux responsables proposent ensemble, le comité de direction, un débat sur l'enfermement des équipes de la maintenance et dans d'autres services, ils montrent un autre pouvoir agir, celui de décentrement, aborder les questions d'organisation et de ressources humaines du point de vue de ces entités-là, mettre en débat ce qui est invisible. Voilà, donc je vous ai parlé donc de ce travail d'implication
je voudrais revenir juste un tout petit peu sur le cadre de la médiation, hein, pour préciser un certain nombre de points. Donc, juste pour le cadre de la médiation, vraiment, là, je la conçois à partir de plusieurs dimensions. Et la question, évidemment, c'est un espace contenant où de proximité avec les parties prenantes. C'est un espace où il y a une écoute, où l'autre se sent en sécurité pour parler. Ça, c'est vraiment important. Se parler, se confier d'abord à l'intervenant en attendant de s'adresser à l'autre ou pas. Un espace où l'on peut s'exprimer sans peur d'être jugé, une écoute où l'autre se sent légitime dans le regard de l'intervenant, une présence à l'autre qui se laisse interpeller et rendre compte de lui-même, nous dit Judith Butler. Quand la responsable de la production me dit « je ne suis pas avenant », elle fait confiance à ma distance pour entendre elle-même sa difficulté à séduire le responsable de la maintenance. Une écoute. Il y a aussi une écoute, cette écoute qui déplie le malaise de la colonialité. Selwa Luz-Bolbina développe l'idée que la colonie est un faux pli, un pliage cruel, déplier, déployer et défaire les faux plis. C'est le travail douloureux de la décolonisation. Quand le responsable de la maintenance me dit « vous savez, je suis très touché » et me laisse toucher par ma distance d'intervenant, je lui réponds « je vous écoute ». Il sait que je sais qu'il peut se confier. Je me rends compte que mon désir de l'aider était là avant de commencer cette médiation. La personne peut partager ses douleurs, son sentiment d'inexistence et en même temps sa stratégie pour tenir, comme le choix du silence, des chuchotements. L'écoute du silence. Dans cette médiation, j'étais saisi par la place du silence dans les échanges. Le silence ponctuait différemment la relation. La personne qui parlait laissait le silence, continuait à parler, puis restait silencieuse. C'est une parole avec des suspensions, des respirations inhabituelles. Je fais l'hypothèse que les paroles qui font silence sont en lien avec ce qui est ce silence dans cette situation. Les silences parlaient de ce qui était ce silence. Alors, je parlais maintenant de l'autre écoute, l'écoute de l'histoire coloniale, encourageant dans le travail, le récit de l'histoire coloniale partagée, en lien avec la grande histoire, prend une place significative dans l'intervention. Le récit bouleverse et renverse la situation. Il la transforme. Il a une fonction de traducteur. L'histoire est racontée par sa propre langue et sa propre langue parle sa propre histoire. L'intervenant dans sa position de tiers permet la traduction entre les langues et ce qui fait souffrance. Il construit un pont entre les deux langues dans un rapport de réciprocité et loin de la supériorité universelle qui était à l'œuvre. Il ne sait pas parler. C'est le voyage dans l'histoire et le métier de l'autre qui permet de passage. La position de tiers est une invitation au voyage et au désenclavement de soi. Alors évidemment, je ne peux pas ne pas parler du travail sur la demande, qui est fondamental pour une psychosociologue. En fait, le travail sur la demande, il touche la relation de travail entre les deux parties prenantes et entre elles et aussi l'organisation. En l'occurrence, la relation entre leur équipe et avec la direction et avec l'ensemble des entités du site. L'analyse, d'abord individuelle, de ces différentes dimensions, situe le conflit dans un contexte et ses enjeux, permet de poser les niveaux de problématique de la médiation. Dans cette situation, les tensions liées à la baisse de la production influaient directement sur la relation de travail entre les deux protagonistes. Ce travail d'analyse de la demande me permet aussi de délimiter le système, ce qu'on appelle le système client. Si je réfère à Dubost, intégrer dans la médiation leur hiérarchie et la DRH vise à considérer cette situation comme un symptôme de l'organisation. Mon hypothèse est que la colonialité qui traverse la relation entre les deux responsables pouvait prendre racine dans l'organisation. Je vais donner quelques exemples. Dans l'organisation du site où l'on trouve des frontières, des métiers racisés et non racisés, des frontières d'espace qui se matérialisent par des espaces dédiés. C'est une forme d'encouragement implicite à cette façon d'enfermer, de s'enfermer dans des communautés.
Alors, cette colonialité dans l'organisation, on le voit dans le recrutement, notamment des intérimaires, dont la majorité est racisée, et qui reste toujours, c'est rare les intérimaires qui passent de l'autre côté. Alors, la colonialité dans l'organisation, ça se voit aussi dans la répartition des postes de direction. Il n'y a pratiquement pas de directeur qui vient des dom-toms ou d'Afrique. Il y a aussi une très faible présence des femmes au poste de directeur, où la domination raciale côtoie la domination masculine. Souvent, d'ailleurs, ils sont ensemble. Dans le dialogue social, ça c'est qui m'a été très surprenant aussi, même avec qui concerne vraiment le syndicat, dialogue social où les monnaies d'échange entre la direction et les syndicats pouvaient contenir des solutions racialisées. Par exemple, avoir un espace de prière contre le fait d'accepter moins de personnel. Alors, j'arrive vraiment maintenant petit à petit à la dernière partie de cette conférence qui concerne cette fois-ci la posture d'intervenant. La colonialité comme objet d'intervention est d'abord un objet pour l'intervenant. Le rapport à l'objet de recherche et d'intervention est le cœur de la recherche et de l'intervention. La colonialité au travail interpelle notre imaginaire d'intervenant. Qu'est-ce que l'on imagine que l'autre racisé et non racisé? D'où écoutons-nous l'autre, qui nous met dans des places qui peuvent être étrangères à nous-mêmes? Quelle représentation a-t-on d'une personne racisée, arabe ou noire ou asiatique, dans un collectif de travail où s'entremêlent les cultures et les origines? Et qui sommes-nous, intervenant dans le regard de l'autre? Puis-je accepter ma condition de racisé ou de non racisé? J'ai mis du temps à accepter un dialogue intérieur sur cette question. Je ne voulais pas me définir comme racisé, car mes références théoriques et mes observations me démontraient l'existence de la haine de classe, de sexe et de genre, et je ne voyais pas la haine de race. Je me posais la question sur la fécondité de ce concept de racisation. Je craignais qu'il puisse produire en moi l'effet inverse, celui d'essentialiser, de stigmatiser, de retrouver le eux et le nous, mais à l'envers. J'ai compris que le racisme anti-blanc prenait sa source dans la projection de la haine en soi de l'autre. C'est l'essence même du racisme, éjecter l'autre en soi, se sentir pur. Ce sont les épreuves et les lectures qui m'ont permis de prendre conscience de l'homme racisé que je suis et que je ne suis pas. Je ne me reconnais pas dans l'enfermement identitaire mortifère et binaire qui exacte le narcissisme identitaire. Je me sens dans l'entre-deux, entre deux langues, le français et l'arabe, entre deux sols, entre deux rapports au temps, entre deux métaphysiques, celle de l'Occident qui ne pose pas le dehors, qui ne pense pas le dehors, et celle arabe qui n'arrive pas à penser par le dehors. Je me situe dans un espace de pensée à la marge, en écho avec ce que dit Abdelkibir al-Khatebi, une pensée autre qui parle en langue, en mettant à l'écoute de toute parole d'où elle vient, se mettant à l'écoute. Une pensée autre qui parle en langue, se mettant à l'écoute de toute parole d'où elle vient. D'ailleurs, comme le fait l'étranger professionnel dont parle Khatebi. Le rapport à la colonialité nous met au travail sur la décolonisation de notre propre imaginaire et savoir. Dans cette situation, qui renvoie à l'histoire coloniale en Algérie, en Martinique, autant je suis familier avec la première, l'Algérie, autant pour la seconde, il me fallait chercher à comprendre cette histoire à travers la lecture du IVe siècle, le livre de Glissant, Édouard Glissant, pour comprendre les processus de transmission de l'histoire esclavagiste. J'ai compris autrement le son du chuchotement et de la fuite. Se décoloniser est un travail d'analyse sur les traces de la colonialité en nous, en écho avec celle des situations travaillées. Dans cette intervention, j'étais interpellé fortement par la violence de la mise sous silence qui me renvoyait à ma petite enfance, où j'avais une couleur noire. Ma famille me traitait de kahloun en arabe, ça veut dire noiro, ce qui me mettait dans un silence très triste. C'était ma première expérience raciste parmi les miens. Cette situation n'était pas traumatisante. En grandissant, j'ai blanchi. Le regard des proches a changé, et le mien aussi. Mais la trace est restée, comme une mémoire de moi-même noir. Se décoloniser n'est pas se dégager d'une pathologie psychique.
mais d'ouvrir un espace d'analyse de la trace comme un symptôme, une séquelle, comme dirait Salwa Luzbulbina, qui attend une analyse politique en termes de pouvoir et de désubjectivation de soi. Se décoloniser en tant qu'intervenant, c'est questionner aussi son rapport à l'organisation dans laquelle nous intervenons, questionner sa dimension politique. Dans cette situation, le mode d'organisation de cette multinationale est celui des indicateurs, des KPI, qui effacent les pratiques, où le processus d'automatisation fait disparaître les métiers. La désubjectivation du travail est à l'œuvre depuis longtemps. Les collectifs s'étiolent et sont remplacés par des communautés virtuelles. Alors j'arrive à la conclusion. Et donc, je voudrais partager avec vous le concept de double critique cher à Abdelkrim Khatebi, qui est sociologue, romancier, poète, sémiologue, philosophe contemporain de Derrida. Ses écrits ne se laissent pas appréhender qu'au terme d'un chemin escarpé, où il faut se dépouiller pour le comprendre, une façon de décoloniser son esprit. Pour vous donner envie de le lire, je vais partager avec vous l'hommage que fait Roland Barthes, d'ailleurs, à Abdelkrim Khatebi. Alors, j'ouvre les guillemets, Khatebi est actuel. Il contribue à cet éclaircissement qui progresse aujourd'hui en moi, peu à peu. Je me rends compte combien l'entreprise sémiologique à laquelle j'ai participé et participe encore est restée prisonnière des catégories de l'universel qui règlent en Occident depuis Aristote toute méthode. Dans son livre La mémoire tatouée, Khatebi nous dit que l'Occident est une partie de moi que je peux nier que dans la mesure où je lutte contre tous les Occidents et Orients qui m'oppriment ou qui me désenchantent. La colonisation est d'abord celle de soi. Khatebi considère que l'héritage colonial a des effets aliénants transmis en générations et qui peut se reproduire dans les rapports sociaux et dans les pratiques. L'enjeu est de partir du réaliser et du faire pour le penser autrement. La stratégie de la double critique est de sortir du carcan colonialiste orientaliste d'une part et traditionnaliste de l'autre, et donc de sortir de la servitude volontaire et involontaire. Se décoloniser, c'est d'une part fissurer de l'intérieur le parti pris idéologique pour lequel l'individualisme néolibéral occidental est le modèle du devenir de l'humanité. Modèle qui peut tendre à l'essentialisation, au rabaissement culturel de l'autre. Et d'autre part, c'est aussi déconstruire l'imaginaire théologique, patriarcal et nostalgique à l'œuvre. Un imaginaire leurrant, hein, si je me réfère à Eugène Henriquez, habité par la pulsion de mort et la répétition. Dans cette double critique, le travail du sujet sur son rapport à l'héritage est une façon de se l'approprier. Je termine cette conférence avec une citation d'Eugène Henriquez. Il y a chez tout individu un sujet prêt à naître, apte à se libérer de son assujettissement aux normes et aux habitudes de la pensée héritée. Voilà. C'est comme ça que je termine cette conférence et je me mets à votre disposition pour les questions. Merci Jamal, c'est consistant. Ça a pris petit à petit l'allure d'un plaidoyer. Donc on va essayer de revenir un peu sur des questions. Enfin, faut pas qu'on se laisse complètement dominer par ce, parce qu'on voit bien que tu as. C'est vraiment un moment très important pour toi parce que tu nous as bien montré comment tu avais changé de posture, comment tu t'étais identifié avec ton occidentalisation et puis comment tout d'un coup tu trouves autre chose et tu revisites ça et tu reviens à assumer cette colonialité qui finalement qui était refoulée, quoi, que tu... Donc on voit bien le plaisir que c'est quand on trouve quelque chose qu'on a, enfin, quand on s'est construit d'une certaine façon et que tout d'un coup, on déconstruit ça et on trouve autre chose et on a l'impression que cette autre chose, finalement, ouvre. C'est ça qu'on sent dans ton exposé, ouvre vraiment tout un champ qui te libère et qui te libère d'une connaissance, d'une capacité, etc. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir s'identifier complètement à toi,
Mais par contre, voilà, ce qui serait bien, c'est de pouvoir ouvrir le questionnement, parce que je serais vraiment intéressée de savoir comment ton exposé affecte les uns et les autres, ce qu'on a à dire ou pas dessus. Enfin, moi, par exemple, il y a des moments, je sens des choses très fortes où je me dis, mais tout est là, effectivement, parce que quand tu dis c'est pas visible et on l'entend pas, mais il y a plein de choses qu'on voit, quoi. Qu'on voit, enfin que tu nous dis, mais on voit dans le récit que tu fais, quoi. On se dit pas, oh là là, c'est très compliqué d'aller voir la racisation parce qu'elle est manifeste, quoi, tu vois. Et en même temps, il y a aussi des éléments où, par exemple, pour te donner un exemple, quand tu dis que le silence du responsable de la maintenance est vraiment un silence, voilà, d'inexistence, etc. Ben, il y a aussi le silence de la stratégie, parce qu'à un moment donné, on le sent plus stratégique enfin moi, je l'ai senti plus aussi avoir des capacités stratégiques que n'avait pas la responsable de la production, C'est dans la juste. mesure où Mm, ce silence lui permettait de, de s'abstraire de cette injonction à faire plus et mm, de protéger aussi son équipe, etc. Bon, donc mm, voilà. Donc, il y a des tas de choses qu'on voit aussi dans les coins où on s'identifie à d'autres choses. mm, Euh, alors, évidemment, tu es très identifié à cet homme. mm, Moi, j'avais envie de t'interroger aussi un peu plus sur ton contre-transfert par rapport à la femme, parce qu'il y a aussi quelque chose de genré, où elle se débat aussi avec toute une oppression mm, qui pèse sur elle. Hein, mm, voilà. Enfin bref, je ne vais pas occuper le terrain, mais mm, voilà, je voudrais qu'on ouvre le questionnement, quoi, c'est-à-dire, mm, et qu'on se laisse pas trop impressionner par être du bon côté ou du mauvais mm, côté du colonial. Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on est où il faut? Est-ce qu'on a bien déconstruit ce qu'il fallait, etc. Enfin mm. voilà, j'essaie de mettre tout le monde un peu à l'aise pour pouvoir poser ces questions naïves. Et puis aussi peut-être, à un moment, s'autoriser à désidéaliser à certains endroits, parce que qui nous permettrait peut-être de penser un peu différemment. Enfin voilà, j'ouvre le questionnement. Merci Annie-Charlotte. Alors, et Jamal pour cette conférence, on va arrêter l'enregistrement et prendre les réactions, questions, associations de certains et certaines d'entre vous qui ont déjà écrit dans le chat. Celles et ceux qui souhaiteraient prendre la parole aussi directement, n'hésitez pas à appuyer sur la petite icône lever la main. Donc j'arrête l'enregistrement et Delphine, je te laisse Oui. reprendre une première question. Donc, il y a plusieurs